Je n'ai jamais oublié ma première rencontre avec Ingmar Bergman. Comme pour beaucoup, c'était en découvrant le 7e saut, la mer, les chevaux, ce noir et blanc très minéral, et cette musique un peu médiévale et presque onirique, signée Erik Nordgren, un compositeur suédois que Bergman avait beaucoup fréquenté dans les années 50. Dans les fraises sauvages, figurant musicalement les songes de Victor Sjöström, dans Sourire d'une nuit d'été, dans un registre plus élégiaque et plus enchanteur aussi, à l'image de cette charmante promenade en barque, quant à cette harpe dans Une leçon d'amour enveloppant le couple formé par Eva Dahlbeck et Gunnar Björnstrand, elle était ensorcelante. Dans un autre style, j'aimais bien Les Amoureux seuls au monde à Paris, de La Tente des femmes, et cette musique lyrique qui me rendait nostalgique d'une époque que je n'avais pas vécue. Quant au couple de la Fontaine d'Aréthuse, la musique d'Erik Nordgren aiguisait vraiment sa sensualité. Bon, le même Nordgren était capable de frayer dans un tout autre style, celui des musiques de cirque, tel un Nino Rota nordique, dans cette séquence cauchemar de la Nuit des Forains. Mais ma partition préférée d'Erik Nordgren, c'était celle du visage, le plus étrange de tous les Bergman et le plus sous-estimé aussi, avec cet obsédant duo entre la harpe et la guitare. Sinon, j'aimais bien aussi les vapeurs musicales, nettement plus contemporaines et en même temps très anciennes, du silence, qu'on aurait dit venu d'un lointain Tibet et qu'on devait à Ivan Reinlanden. Une musique minimale et maximale, en écho parfait au visage angoissé d'Ingrid Thulin. Et puis bien sûr, j'avais été complètement chamboulé par la sublime ouverture de Persona, avec cette musique dissonante et sonore due au puissant compositeur suédois pas particulièrement familier du cinéma, Lars-Johan Werle. Lars-Johan Werle qui avait récidivé juste après avec Bergman, dans cette séquence de cauchemar de l'Or du Loup qui me hante depuis que je l'ai découvert il y a des années, avec cet incroyable bourdonnement musical qui m'avait terrifié. Dans le genre, il y avait aussi le rite et cette fascinante séquence incendiaire où se mélangeait un piano désaccordé et un sifflement. Après ça, j'ai eu envie d'un peu de romantisme, et cette promenade amoureuse en couleurs, dans le lien, avec Elliot Gould et Bibi Andersson, me comblait totalement, surtout avec cette musique champêtre de Tom Johansson. Mais dans le lien, je préférais encore cette scène de ménage au son de ce pur moment d'easy listening que j'étais vraiment heureux d'avoir déniché dans ce film injustement méconnu de Bergman. Après tout, Bergman n'était pas toujours si sérieux, même musicalement. La preuve avec le jazz band de toutes ces femmes, comme un air de Charleston au temps du muet. Un même genre de jazz qui, dans l'œuvre du serpent, m'inquiétait davantage, en pensant à ces danseurs allemands, ignorant ce qui les attendait quelques années plus tard.
En réalité, je m'étais aperçu que Bergman avait un certain goût pour ce jazz de danse en voyant un de ses premiers films, Ville portuaire. Et franchement, ça sonnait grave. Sinon, j'aimais vraiment cette petite chorégraphie à talons dans Rêve de femme, un Bergman à redécouvrir. Et puis évidemment, il y avait cette séquence de Monica, tellement iconique, tellement audacieuse et en même temps tellement naturelle. Ce jukebox jazz en contrepoint de ce regard caméra à l'insondable tristesse, pour moi, comme pour vous sans doute, un moment inoubliable. Dans un autre style, je n'avais pas oublié cette danse acrobatique dans l'attente des femmes. Parfois, j'ai même cru que Bergman se lançait dans la comédie musicale, digne émule de Busby Berkeley dans La Fontaine d'Aréthuse. Dans le silence, c'était un autre spectacle un peu plus félinien, avec cet air de cirque et surtout le visage pensif de Gunnel Lindblom comme une belle contradiction. Homme de spectacle, Bergman ne dédaignait pas les chanteuses de cabaret, comme dans L'Éternel Mirage, un de ses premiers films. Mais dans le même style, j'avais une préférence pour cette performance de Liv Ullmann, presque méconnaissable dans L'œuf du serpent, comme une réplique germano-suédoise à Liza Minnelli. Mais parmi les spectacles bergmaniens, rien n'égalait pour moi cette version du Lac des Cygnes dans Jeux d'été, une image de la perfection. Puisqu'on est passé à la musique classique, l'image qui me revient immédiatement, c'est celle de Victor Sjöström, dirigeant l'ouverture d'Egmont de Beethoven, avec une certaine prédilection pour les violoncelles. Et pour l'hymne à la joie, c'était exactement pareil, et c'était toujours Victor Sjöström qui dirigeait l'orchestre. En réalité, Bergman adorait le violoncelle, comme dans Toutes ces femmes, avec cette interprétation de la suite en ré de Johann Sebastian Bach. Il était même complètement obsédé par les suites pour violoncelle de Bach, dans Sonate d'automne. Mais aussi plus tard, dans Sarabande, son dernier film. Et encore dans Cris et chuchotements où le son de ténor du violoncelle figurait le dialogue intense entre ces deux visages. Et puis une dernière fois, en réalité c'était la première fois pour Bergman, dans À travers le miroir, là encore comme l'incarnation de la pensée d'Harriet Anderson.
Bergman était tellement fasciné par le son du violoncelle qu'il avait même choisi une autre suite pour violoncelle, celle-ci de Benjamin Britten dans Fanny et Alexandre. Mais Bergman avait un autre instrument de prédilection, le piano. Comme dans En présence d'un clown et la présence un peu surnaturelle du chant 24 d'un voyage d'hiver de Schubert, une image musicale qui m'avait complètement saisi. Dans Les fraises sauvages, j'adorais aussi cette fugue de Bach, comme une fugue dans le monde de l'enfance pour Victor Sjöström. En réalité, le piano était d'autant plus cher à Bergman qu'en 1959, il avait épousé une pianiste classique, l'estonienne Kabila Retai. C'était elle qui jouait la mazurka de Chopin dans Cris et chuchotements, sublime accompagnement pour l'éternelle Harriet Andersson. Parmi les actrices de Bergman, ma préférée. C'était elle encore qui doublait Ingrid Bergman dans cette interprétation magistrale du prélude numéro 2 de Chopin, dans Sonate d'automne. Et c'était elle, finalement, Kabila Retai, qui apparaissait en personne dans Face à Face, sous les yeux songeurs de Liv Ullmann, interprétant une fantaisie de Mozart. Alors oui, Mozart, je l'avais gardé volontairement pour la fin. Papageno, Sarastro, la flûte enchantée, en suédois s'il vous plaît. Peut-être pas le plus grand Bergman, mais un film qui, par la grâce de Mozart, me transporte dans un monde infiniment aimable. Mozart, c'est la face cachée de Bergman. C'est pas un hasard si La flûte enchantée est un film heureux. Et c'est pas un hasard non plus si je m'éclipse sur la pointe des pieds, sur ce tempo allegro, avec le sentiment finalement bergmanien que la musique de Mozart a vaincu toutes les contradictions du monde. Wir glauben